Nous évoquerons donc les pauvretés matérielles, économiques, sociales, culturelles, relationnelles subies. Les formes de la pauvreté sont diverses, tout comme les mécanismes qui y conduisent. Je l'ai évoqué dans le texte déposé sur le site du CNAES, auquel j'invite à se reporter. Mais ici, il s'agit de se limiter au cadre de la France des 2 derniers siècles et de donner les grandes lignes d'une évolution en se posant plusieurs questions. Voit-on apparaître de nouvelles formes de pauvreté et de nouvelles catégories de pauvres? Et d'autre part, la société et ses responsables cherchent-ils à aider les pauvres ou, ce qui n'est pas exactement la même chose, à combattre la pauvreté à défaut de l'éradiquer? Nous allons suivre cette évolution au fil des générations. Durant la première moitié du XIXe siècle, la pauvreté prend des visages, revêt des visages différents. Elle est présente dans les campagnes, où souvent domine l'économie familiale, une économie où l'argent circule peu et où la pression démographique rend difficile l'accès à la bonne terre, de sorte que beaucoup de cadets de famille quittent la campagne. L'exode rural est le résultat de la pauvreté ou du risque de pauvreté dans les campagnes. En ville, la pauvreté existe aussi et l'arrivée de machines bouleverse le travail des artisans, comme le montre la révolte des canuts qui sont écrasés, mais surtout, avec la révolution industrielle, le prolétariat ouvrier apparaît. Hommes, femmes et enfants travaillent dans des conditions effroyables, sans loi pour les protéger. Ce sont là les discussions effrayantes du docteur Villermé ou celles de Victor Hugo. L'absence de loi et de réglementation ne protège pas les familles ouvrières. L'État réprime quand il y a des révoltes. Qui aide les pauvres? Principalement alors l'Église, à travers les paroisses, mais surtout à travers de nombreuses congrégations religieuses, surtout féminines, qui voient le jour au XIXe siècle, se mettent au service des pauvres en vivant elles-mêmes le vœu de pauvreté, en agissant sans se faire payer autrement que par les dons de bienfaiteurs. Des laïcs chrétiens sont aussi à l'origine d'œuvres caritatives, Frédéric Ozanam, Jean Garnier. Des évêques prennent aussi la parole pour dénoncer la misère ouvrière, et pas seulement à propos du travail du dimanche. Mais, je le répète, il s'agit d'aider les pauvres, mais la pauvreté, elle, devient massive dans certains quartiers de villes à la croissance très rapide. En 1847, la crise s'aggrave en France et dans une bonne partie de l'Europe d'ailleurs. Les récoltes sont mauvaises, la disette gagne et le chômage. Les pauvretés sont encore plus graves. La Révolution éclate, février 1848, et la République proclamée. Les ateliers nationaux mis en place par le socialiste Louis Blanc doivent, dans son esprit, permettre un droit du travail qui assure aux ouvriers en recherche d'emploi des moyens de subsistance, mais bientôt ces ateliers sont source d'agitation politique, suscitent la crainte des autorités et en juin 1848, la révolte sociale est écrasée et même si l'expérience tourne court, l'expérience des ateliers nationaux, la question sociale,
c'est comme ça qu'on appelle, est posée. Certes, des théoriciens socialistes formulent des analyses, mais sans effet concret alors. Quelques lois ont été adoptées pour encadrer notamment le travail des enfants. Le mouvement de mutuelles se met difficilement en place. Sous le Second Empire, il y a une expansion économique certaine qui entraîne dans certaines régions surtout un recul de la pauvreté, mais les inégalités sociales se renforcent. C'est la France des romans de Zola. Sous la Troisième République, le gouvernement n'intervient guère directement au service des pauvres. Il a même tendance à les traquer en contrôlant les vagabonds. Les autorités le gouvernement préfère laisser d'autres s'occuper des pauvres. Les familles, solidarité familiale, l'Église, malgré l'anticléricalisme, il n'est pas fait d'obstacle à l'action des congrégations religieuses qui agissent pour aider les plus démunis. L'État confie aussi aux municipalités, notamment par la loi de 1893 sur l'aide médicale gratuite, le soin d'intervenir auprès des indigents et des malades sans soins. Yannick Marek a d'ailleurs publié des travaux qui font autorité sur le travail des municipalités. L'État laisse aussi les entreprises qui le souhaitent s'engager dans le paternalisme et les œuvres sociales, ce que certaines font avec compétence, ce qui leur permet de fidéliser leur main-d'œuvre. Mais il n'y a pas, comme en Allemagne, de sécurité sociale pour les ouvriers, malgré une loi sur les accidents du travail en 1898. L'État essaye plutôt de corriger ou freiner la pauvreté de manière indirecte par l'instruction publique obligatoire de 6 ans à 13 ans, qui met réellement fin au travail des jeunes enfants, qui développe aussi l'enseignement d'un certain nombre de règles d'hygiène de vie, prévenant ainsi les causes de pauvreté. Par la fiscalité, l'impôt sur le revenu est tardivement adopté. Par le développement des services publics, des transports, des réseaux secondaires de voies ferrées et de routes. Et l'État est inspiré par le solidarisme de Léon Bourgeois qui encourage le mutualisme, reconnaît le droit syndical, l'éducation populaire. Donc, la Troisième République agit de manière indirecte contre la pauvreté. Mais quand survient la Première Guerre mondiale, les enjeux sont différents. La guerre fait plonger dans la pauvreté de nouvelles catégories de Français qui parfois l'ignoraient. Les mutilés, les veuves, les orphelins, les victimes de dommages de guerre dont la maison a été détruite. L'État doit s'engager directement et payer et tenir compte avec la pression des associations d'anciens combattants. Il n'empêche que, malgré ces aides, des déclassements sociaux nombreux entraînent des reclassements et ainsi des parents de fils tués doivent poursuivre leur activité de travail plus longuement. Des veuves doivent reprendre une activité professionnelle. Il faut donc de plus en plus de salaires. L'économie des années 20 est marquée par croissance économique, la France s'urbanise, et pour autant, les salaires ne sont pas aussi élevés que demanderait un certain nombre de besoins, et les revendications syndicales et ouvrières se font fortes. Les luttes collectives permettent, on l'a vu en 1936, un certain nombre de lois qui aboutissent à faire peu à peu évoluer le cadre du travail. Mais la crise des années 30
avec le chômage est, encore une fois, l'occasion de révéler de nouvelles formes de précarité et de souffrance sociale. Voilà, donc je reprends l'intervention interrompue tout à l'heure. Je la reprends donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que la France est en ruine. De nouvelles associations voient le jour, Secours catholique, Secours populaire. Les États-Unis, par le plan Marshall, aident la France à se reconstruire. Mais surtout, la France fait le choix et le pari de la solidarité par la sécurité sociale. Le Conseil national de la résistance, le général de Gaulle, le communiste Ambroise Croizat, le juriste Pierre Laroque ont bâti cette sécurité sociale. Il s'agit de sortir de la peur du lendemain les familles qui redoutent l'accident du travail, la maladie ou le grand âge. Et la grande innovation de la sécurité sociale à la française, ce sont les allocations familiales qui reconnaissent une forme de salaire reconnu à la famille élevant des enfants, une mesure qui se conjugue avec des mesures fiscales, le quotient familial, et il s'agit donc, à travers cette sécurité sociale, de faire un pari de solidarité entre les générations, entre les bien portants et les malades, et donc cette sécurité sociale est au départ proposée à tous, mais beaucoup préfèrent garder leur régime particulier avant de changer d'avis quelques années plus tard. On constate que, comme cela avait été le cas jadis en Allemagne, le choix d'une mesure sociale audacieuse précède le redressement économique et les 30 glorieuses. Toutefois, des situations de grande pauvreté demeurent. En février 1954, l'abbé Pierre alerte sur le sort des personnes sans abri mal logées. En 1957, ATD Carmonde est créé dans un bidonville de Nanterre par Joseph Wresinski. Se pose aussi le problème des personnes ne touchant que de petites retraites. Les réalités de pauvreté demeurent donc. Mais à partir des années 60, pendant la période 1962-1973, c'est l'apogée des 30 glorieuses. La croissance économique est forte. La France entre dans la société de consommation. Les salaires sont en hausse, mais les crédits bancaires sont plus largement ouverts. C'est le plein emploi. Et cela est vrai, y compris pour les jeunes qui ratent leur bac, qui sont presque sûrs d'être embauchés dans les jours suivants. La pauvreté a-t-elle disparu? Pas complètement. En 1974, René Lenoir publie un livre, Les Exclus. 10% de la population française est concernée, note-t-il. Il met en avant le fait que depuis des générations, certaines familles cumulent les problèmes de misère, de difficultés d'intégration. C'est ce qu'avait bien observé ATD Carmonde. René Lenoir pointe aussi la situation des personnes en situation de handicap, la situation aussi de personnes immigrées. Mais l'immigration est alors souhaitée par les entreprises qui recherchent, qui ont besoin de main-d'œuvre. La situation, à la fin des années 70, se retourne. D'abord, en raison de la crise économique qui génère dans certaines régions industrielles un chômage de masse. Et en particulier dans les régions de vieille industrie, comme le Nord, comme la Lorraine. S'ajoutent à cela aussi les effets
des ruptures familiales, le nombre des divorces augmentant, les solidarités à l'intérieur de la famille ne fonctionnent plus comme elles le faisaient auparavant. On voit ainsi réapparaître ce qu'on appelle les sans domicile fixe, les SDF. L'abbé Pierre, qui avait été très actif dans les années 50, revient sur le devant de la scène. Et cette situation montre que la pauvreté redevient un problème majeur, un problème prégnant dans la société française. Et s'ajoutent à cela d'autres situations difficiles. Par exemple, pour les travailleurs immigrés, avec le regroupement familial, plusieurs problèmes se posent. Celui des pères travaillant dans l'industrie et qui se retrouvent avec le chômage sans emploi, et leurs enfants qui, arrivés en France ou ayant grandi en France, se retrouvent sans garantie d'emploi. Le territoire national se redessine. Il y a chômage de masse dans des régions anciennement industrielles qui deviennent sinistrées. Il y a quartiers qui deviennent de plus en plus des ghettos dans de nombreuses villes où se rassemblent des familles d'origine étrangère et dans les campagnes, une France dite du vide qui se diversifie, partent ces jeunes, ces services publics, ces agriculteurs. Donc, les formes de pauvreté sont nombreuses. L'État n'est pas indifférent, au contraire, à la différence des années 30, où l'État n'intervenait guère face au chômage. L'État, cette fois, prend des initiatives. Il y a des allocations chômage, il y a aussi différents dispositifs pour des emplois aidés ou soutenir l'insertion par des travaux à durée limitée. Les aides existent, elles sont cependant complexes, beaucoup ne sont pas demandées. Finalement, pour faire face aux situations de chômage longue durée, un système de revenu minimal d'insertion puis de RSA se met en place. Il s'agit d'éviter la misère absolue. Ce système est conditionné à un projet d'insertion, mais l'insertion n'est pas toujours au rendez-vous. Se pose aussi, pour beaucoup de jeunes, la question de l'accès au premier emploi. Des jeunes se retrouvent sans soins, car ne cotisant pas à la sécurité sociale, et donc cela explique, entre autres, la mise en place de la CMU, cotisation universelle, qui concerne donc, entre autres, ces jeunes. L'État donc intervient, mais avec difficulté. Une thèse récente soutenue par Adrien Clouet sur les agences Pôle emploi, comparaison France-Allemagne, montre, pour résumer, que pour ce qui est de la France, il y a beaucoup de progrès qui restent à faire. Autre exemple encore, régulièrement, les syndicats professionnels de travailleurs sociaux se mobilisent pour dénoncer les difficultés qu'ils éprouvent, pour mettre en application, faire les mesures voulues par l'État. Pour beaucoup de ces travailleurs sociaux, il est très douloureux de devoir, de fait, faire un choix parmi les jeunes entre ceux qui sont absolument prioritaires et ceux pour lesquels il y aurait à faire, mais qui sont au moins temporairement laissés de côté. Et certains pointent les difficultés et les contradictions d'un système. Pour avoir un revenu supérieur au RSA, faut-il proposer une allocation handicapée, faute d'autres dispositions? N'est-ce pas médicaliser alors les problèmes qui sont liés à la difficulté d'insertion dans le marché de l'emploi? Les associations sont des partenaires
de plus en plus important de l'action des pouvoirs publics face au problème de la précarité. L'État les encourage à travers notamment des systèmes de déduction fiscale plus importantes. Mais un exemple parmi d'autres, les Restaurants du Cœur lancés en 1985 devaient initialement ne durer qu'un an ou deux. Aujourd'hui, ils existent depuis 37 ans. Toutefois, certains responsables associatifs n'hésitent pas à inviter un regard critique. Le secteur associatif en France emploie environ 1 800 000 personnes et un livre récent, « Te plains pas, c'est pas l'usine », rédigé par 2 jeunes femmes responsables en milieu associatif, invite à regarder les situations de fait avec, même dans le milieu associatif, de trop fréquents rapports hiérarchiques brutaux, des injonctions permanentes à ne pas compter ses heures, à recourir sans mesure au bénévolat. Et donc, il y a nécessité, là aussi, de réexaminer les pratiques en cours, car la situation de la pauvreté, comme cela a été déjà dit à plusieurs reprises, depuis 2008, crise financière, et depuis ces toutes dernières années, pandémie de Covid, cette situation de la pauvreté, donc, s'est aggravée. On parlait de 10% d'exclus au temps de relais de Loire, au moins 15% de la population française est aujourd'hui concernée par la très grande pauvreté. Et donc, alors que, globalement, il y a eu des créations de richesses nombreuses, mais ces richesses n'ont pas profité à tous, loin s'en faut. La théorie du ruissellement, chère aux libéraux, selon lequel le fort enrichissement de certains profiterait à moyen terme à toute la société, a montré ses limites. Les inégalités se creusent et la pandémie les a encore aggravées. C'est notamment vrai chez les jeunes. Les jeunes, certes, sont, nous avons vu, particulièrement touchés par les pauvretés, mais aussi par les inégalités. Et cela, évidemment, n'est pas sans poser question, car les problèmes de la pauvreté, s'ils intéressent les associations et beaucoup d'élus, nous l'avons vu, ces problèmes de pauvreté, néanmoins, ne sont pas au cœur des débats publics actuellement, que ce soit lors des campagnes nationales, politiques nationales, ou que ce soit dans les médias. Alors pourquoi ? Alors, les travaux de Thomas Piketty ont montré que l'un des faits majeurs de ces dernières décennies, c'est la montée progressive en termes d'effectifs d'une classe moyenne à l'abri du besoin, qui n'est pas directement touchée par la pauvreté, mais qui prend une place dominante dans la société. Les pauvres sont certes de plus en plus nombreux, ils ne sont pas majoritaires. Et surtout, ils sont moins insérés que les autres dans les structures politiques, institutionnelles, sociales. Ils sont moins insérés aussi dans les médias, les lieux de décision, et donc se font beaucoup moins entendre, eux et ceux qui veulent agir à leur côté. Et donc, la question de la pauvreté trouve
assez difficilement sa place dans le débat public. Pour autant, les questions aussi à poser concernent également celle du droit au salaire. La question du droit au salaire n'est pas anodine. On a parlé du droit au travail garanti par la Constitution, mais qu'est-ce qui donne droit au salaire ? Actuellement, avec les gains de productivité considérables qui ont été acquis depuis plusieurs décennies, grâce à la révolution apportée par les technologies de l'information, on a vu disparaître beaucoup plus d'emplois qu'il n'en a été créé, même si on s'en est créé beaucoup. De sorte que, malgré tous leurs efforts, beaucoup ne parviennent pas à trouver un emploi, et ce, malgré des années d'efforts. Ce qui ne signifie pas qu'ils passent leur journée à ne rien faire. Quand on regarde la journée de ceux qui ne trouvent pas d'emploi, on conçoit que beaucoup ont alors des activités socialement utiles. Mais les aidants, par exemple, ceux qui aident un proche, voisin en difficulté, agissent sans que cela donne lieu à salaire. Les bénévoles que recherchent les associations et même certaines institutions, les bénévoles ne reçoivent aucun salaire et ne bénéficient d'aucun droit à salaire ou à insertion dans le monde, dans le domaine de l'emploi. Et donc, cette question du droit au salaire, particulièrement prégnante, notamment pour les jeunes, est au cœur de la problématique. Et cela ouvre effectivement la réflexion autour de nouveaux défis. Faut-il attendre que le marché reconnaisse la nécessité de payer une personne qui effectue telle ou telle socialement utile, ou s'agit-il, de manière plus institutionnelle, de faire en sorte que ce droit au salaire soit reconnu? Cela, effectivement, c'est un débat parmi d'autres qui nous conduit effectivement à bien prendre en compte le fait que les défis d'aujourd'hui sont nombreux et que c'est plus que jamais la créativité qui sera décisive pour combattre la pauvreté, comme ce fut le cas d'ailleurs au moment où la sécurité sociale a vu le jour. Je vous remercie.